Bonjour Chris, tu vas bien? Et toi? Ouais? Merci de m'accueillir. Bah écoute, je t'en prie, rentre. Merci. Chris Marquez, danseur et chorégraphe, a conquis un public international par sa vision unique et sa capacité à transcender les frontières de la danse. Son style et ses tenues audacieuses sont les symboles d'une liberté artistique. Malgré les défis de la vie, il a su triompher et inspirer par son authenticité comme juge de l'émission Danse avec les stars. Et en tant que producteur, il révolutionne l'industrie des spectacles grâce au digital pour un monde plus durable. Bienvenue dans le déclic. Est-ce que toi, tu te souviens, est-ce que tu peux me dire quel a été ton déclic à toi en matière d'écologie? J'ai vécu en Angleterre 25 ans et quand on est devenu champion du monde en Angleterre avec mon épouse, on a commencé à être invité à des événements. Et un jour, en fait, on reçoit une invitation à aller au Palace parce que, à l'époque, le prince de Galles, maintenant le roi Charles, qui est fou d'écologie, qui est fou d'environnement et de... Oui, on voit qu'il est très marqué. Il est ultra impliqué. Organisait ce qu'il appelle une garden party, où en fait il voulait faire tout simplement une très grande démonstration de toutes les nouvelles technologies possibles qui pouvaient potentiellement créer de l'énergie renouvelable, qui pouvaient améliorer le quotidien des gens sans nécessairement rajouter de la consommation électrique. Et ce jour-là, en fait, en écoutant un petit peu tous les intervenants, je me suis dit « Ah !» Le déclic. On est face à quelque chose d'important et on est face à quelque chose qui, littéralement, a un impact global. Je te propose, Chris, un petit quiz pour rapidement mieux se connaître avec 4-5 questions. Et la première qui me vient assez naturellement, c'est enfant, qu'est-ce que tu rêvais de devenir? Enfant, honnêtement, je rêvais de devenir tout sauf ce que je suis devenu. Je voulais être pilote de chasse, mais bon, j'étais myope comme pas possible, donc c'était pas possible. J'adorais l'Égypte, je voulais être égyptologue. Est-ce que tu te souviens de ton premier geste écologique? Je pense que mon premier geste écologique, c'était peut-être plus la compréhension du circuit court au niveau des aliments. Mes parents avaient insisté à avoir un petit potager à la maison. Et donc, voilà, toute la famille s'occupait de ce potager. On avait nos tomates, on avait nos poivrons, on avait tout ce qu'il nous fallait. Et c'est vrai que c'était tout d'abord un souci économique. C'était plus simple pour eux de le faire de cette façon. Mais c'est vrai que voilà, on se rend compte du travail, on se rend compte de l'effort nécessaire à faire pousser tous les aliments. Et automatiquement, on a une relation différente aux déchets. On n'a plus forcément envie de simplement jeter cette tomate parce qu'elle n'a pas la bonne forme. Et on prend conscience quelque part. Absolument. D'accord. Et à contrario, Chris, est-ce que tu aurais un petit péché? Quelque chose que tu fais qui n'est pas bien lié à l'écologie? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu te dis, mince, je dois le corriger, je dois changer? Ça va paraître bête, mais moi, c'est la durée de ma douche. Elle est très longue. Est-ce qu'il y a une loi, une choré, une invention, quelque chose dont tu aimerais, toi, être le père, qui t'a particulièrement marqué? J'aurais adoré être Coubertin. Parce que les Jeux Olympiques, c'est un des rares événements qui, en fait, me suscite une émotion au moment des cérémonies d'ouverture et de clôture. Pour une raison toute bête, je trouve que c'est un des rares moments où, justement, on a une impression de cohésion globale mondiale et on se retrouve tous, d'une part, dans un esprit de fraternité, coopération, et en même temps, c'est compétitif, mais ça ne veut pas dire, en fait, que c'est négatif. Et donc, ouais, j'aurais bien aimé être Coubertin. Il y a un accomplissement dont tu es particulièrement fier? Moi, j'ai toujours tendance à dire que ma carrière, c'est plus une succession d'erreurs qui ont bien tourné qu'autre chose. Est-ce que je suis fier de ma carrière? Oui. Est-ce que je suis fier d'avoir été champion du monde, champion d'Europe? Oui, mais moi, en fait, je sais pas, je le ressens pas comme ça forcément. C'est plutôt, il faut que je sois content de ce que je fais au jour le jour. Il faut que je sois satisfait d'être sur la bonne voie. Approximativement, et voilà. Et à contrario, est-ce que tu as un sentiment d'inachevé? Non, un sentiment d'inachevé, non, mais on veut toujours en faire plus. Toujours plus. Est-ce que justement, ça m'amène à te poser la dernière question, est-ce que tu as une ambition pour demain? Alors pas que pour demain et après-demain et le jour d'après aussi, parce que littéralement,
je ne peux pas rester immobile. Ça ne me correspond pas. Je ne me sens pas à l'aise dans l'immobilité et j'ai besoin de toujours aller de l'avant et de savoir à peu près dans quelle direction je vais. Très souvent, je ne finis pas où je décide d'aller. Mais au moins, ça me fait bouger. Oui, ça te permet d'avancer. Au moins, voilà, exactement. Donc, bien sûr, plus de spectacles. J'aimerais mettre en avant beaucoup plus de nouvelles technologies au niveau du spectacle vivant. Et j'aimerais tout simplement produire plus. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'a amené à la danse? Est-ce que c'est une rencontre? Ah non, ça je me souviens très bien. Alors ça je me souviens très bien. Tout le monde pense que j'étais fasciné par la danse. Pas du tout. Moi j'avais 12 ans, mon petit frère et ma petite sœur étaient déjà danseurs, ils étaient déjà champions de France, et j'avais 12 ans, et je voyais toujours mon petit frère entouré de jeunes filles. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 12 ans, et je me suis dit, je veux rencontrer des filles, donc les filles sont là, donc on va prendre un cours de danse. Mais justement, est-ce que c'est pas compliqué quand on est un petit garçon, par rapport dans un univers très féminin, de prendre des cours de danse, et comment tu l'as vécu? Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Moi, c'est vrai que je suis allé prendre mon premier cours de danse pour rencontrer des filles. Mais après une demi-heure, dans le cours de danse, c'est comme si quelqu'un avait déverrouillé quelque chose. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé à faire 0 danse. Et le lendemain matin, je faisais 4 heures par jour, non-stop, tous les jours. La danse, pour revenir à l'écologie, Chris, c'est des spectacles, c'est des déplacements, c'est des tournées. Il y a beaucoup d'avions. Est-ce que c'est compatible, d'après toi, avec l'écologie? Déjà, il faut différencier plusieurs choses. La première, c'est tournée internationale et tournée nationale. En France, on a quand même la chance d'avoir un réseau ferroviaire qui est absolument fou, qui est génial. Donc, conseil, qui maille bien. On privilégie le train. Exactement. Quand on est en France. Exactement. Après, effectivement, à partir du moment où on commence à partir à l'étranger, ça veut dire de l'avion. Mais il faut également se dire que l'humain a du mal à vivre sans culture, sans spectacle, sans divertissement. Donc, il y a un petit compromis à faire naturellement. Et après, en tant que producteur, c'est comment est-ce qu'on voit, nous, l'écologie à l'intérieur d'un spectacle? Il y a 2 choses. La première, c'est le fait que d'une certaine façon, on est également éducateur. Donc, quels sont les gestes visibles au jour le jour que l'on donne à nos équipes pour leur faire prendre conscience tu sens quelque part que tu as un rôle d'ambassadeur On est obligé. On n'a pas le choix. C'est important. Donc, ça paraît bête, mais les petites choses qui n'ont pas forcément un impact gigantesque, mais les gourdes à la place des petites bouteilles d'eau qui se remplissent... Les petits gestes de quotidien qui permettent... Ces petits gestes mènent les individus qui travaillent pour nous, les individus qui sont... techniciens, les artistes qui sont sur scène, etc., ça les mène tout de même à petit prendre conscience de l'évolution. Et qu'est-ce que tu penses, Chris, de la phrase de Jérôme Bel, le chorégraphe, qui dit justement à l'international, prendre l'avion, ça pose problème pour les chorégraphes, pour les spectacles. Ils doivent clairement se passer de tournées internationales. Qu'est-ce que toi tu dis? On va arrêter d'exporter nos talents. Comment tu vois les choses à ce niveau-là? Malheureusement, je ne suis absolument pas d'accord. Je pense qu'à un moment donné, en fait, on doit également vivre dans le monde dans lequel on est. Qu'on m'explique qu'il faille arrêter justement l'export de la culture, je dis non, mais complètement, et j'ai aucun problème à le dire. Maintenant qu'on me dise il faut trouver des solutions alternatives au déplacement, trouver des solutions qui nous permettent justement de traverser les continents avec un impact carbone plus faible, je dis oui, absolument. À quoi tu penses justement? Comment tu vois les choses? On a à vision dans les 5 à 10 ans, on voit des flottes d'avions électriques qui sont en train d'être développées. Je pense notamment à Boeing, qui ont développé toute une flotte d'avions électriques. Donc pour toi, c'est vraiment... continuer à se déplacer, oui, mais différemment, en faisant attention justement à cette oui, parce que sinon carbone. On fait quoi? On vit en autarcie? Sinon on fait quoi en fait? On reste tous chez nous? Et donc on doit faire confiance au fait que tout le monde fasse la même chose. J'ai un slogan qui me vient en tête, qui est celui de « pas de spectacle vivant sur une planète morte ». Ça t'inspire quoi, cette phrase? Oui, c'est la contradiction parfaite sur ce que je viens de dire, parce que je suis d'accord avec cette phrase,
Il est vrai que le bien-être écologique doit être au-dessus du spectacle vivant, bien sûr. Je ne peux qu'être d'accord avec cette phrase. Et en même temps, on vit dans le monde réel. Et je pense que là est le problème. Mais ça t'inspire à toi ou au contraire, ça te freine? Alors moi, ça m'inspire parce que moi, c'est créateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des créateurs, plus on leur donne des limites et on leur donne des cadres, plus ils veulent trouver des moyens justement de s'exprimer à l'intérieur de ce cadre. La grosse erreur que font la plupart des gens quand ils pensent aux artistes, c'est qu'ils se disent « c'est des fous qui veulent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent ». En fait, on réagit bien mieux la plupart du temps quand on nous met des cadres. Et justement, c'est là que la créativité commence à rentrer en jeu. Et tout d'un coup, on trouve des solutions face aux problèmes qu'on nous met en place. Mais est-ce que tu crois qu'on peut être bas carbone sur tout? Est-ce que tu penses que c'est... On ne peut pas être bas carbone sur tout, étant donné que les solutions ne sont pas en fait des solutions qui vont être résolues par des artistes. Le problème des transports, ce n'est pas quelque chose qu'un artiste va régler. Non. Chaque industrie a son devoir. Il peut aussi montrer l'exemple en prenant des moyens de transport différents, plus bas carbone, etc. Je vais être précis sur ce que je dis. J'ai un spectacle qui tourne en ce moment en France. Ce spectacle, en fait, il a littéralement été créé parce que je voulais mettre en place des nouvelles technologies sur scène qui n'étaient jusque-là pas utilisées. J'utilise des technologies telles que l'holographie, j'utilise de la projection, du mapping, etc. Sauf qu'à la place de les utiliser pour faire des hologrammes d'êtres humains, je les utilise justement pour les décors additionnels. Pourquoi ? Pour tourner mon spectacle, je devrais normalement tourner avec 5 camions minimum, 5 semi-remorques minimum. 5 semi-remorques, c'est tout le gasoil qui va avec, c'est tout l'impact que ces 5 camions ont. Étant donné que je pars avec des décors complètement en hologramme, je me permets de partir avec un seul camion. Mais je fournis un spectacle qui est complètement fou et qui va bien au-delà des dimensions de ce camion. Qualité, bien au-delà. Bien au-delà que si je me déplaçais en dur. Donc, c'est quand même source d'inspiration d'avoir certaines contraintes. Qu'on me demande de trouver des solutions face à certaines contraintes, je dis oui. Oui, parce que tu maintiens un niveau quelque part de prestation tout en faisant différemment et en réduisant le... Exactement. En revanche, qu'on me dise que maintenant, il faut rester en France et qu'il ne faut plus faire de tournée internationale, je trouve ça complètement fou. Est-ce que les Américains vont le faire? Je pars du principe qu'en fait, si on est vraiment sérieux, utilisons les COP 21, etc., mais pour prendre des vraies décisions. Pour nous dire, voilà, vous faites maintenant un spectacle aux États-Unis, voilà votre bilan carbone, comment est-ce que vous faites un offset? Comment est-ce que vous compensez? Et forcer la compensation. OK. Tout le monde doit y aller, super. Mais pourquoi? Parce que ça va avoir un impact à court terme. D'une part, pas mal de spectacles qui n'ont pas vraiment besoin de partir à l'étranger ne partiront plus. Et ceux qui partiront auront une obligation écologique. Et partiront différemment aussi. Exactement. Coldplay explique pendant tout le spectacle qu'il y a des solutions à certains problèmes énergétiques qui ne sont pas la solution. Par exemple, Coldplay tourne avec des panneaux photovoltaïques. Ils ont également... Oui, il y a des alternatives, justement. Il y a plein de petites choses qu'ils mettent en place pour essayer, d'une part, d'éduquer, message, et ils essaient également de compenser au maximum en fait, l'impact de leur spectacle sur le lieu. Comment tu imagines justement l'évolution du monde dans lequel ton enfant va grandir par rapport justement à ces sujets de transition énergétique, d'écologie, de radicalité? Je me permets d'être optimiste. Je me permets d'être optimiste parce que le contraire serait tout simplement déprime absolue. On n'a pas le choix que d'être positif. Il faut l'être. Il faut l'être. Maintenant, la vraie question, elle est une écologie punitive. Bizarrement, je vais dire, oui, je pense que c'est nécessaire. Mais je pense qu'il faut faire attention également où est-ce qu'on place cette barrière du punitif. Est-ce qu'elle est à l'individu? Est-ce qu'elle est
aux entreprises. À quel niveau? Est-ce qu'elle est au gouvernement? À quel niveau on la place, cette frontière, cette limite? Parce que pour moi, justement, à quoi bon dire et vraiment, je le dis avec c'est bienveillance absolue, mais à quoi bon dire à 1 milliard de Chinois de faire les bons gestes si économiquement parlant, l'industrie chinoise continue à fonctionner de la façon dont elle fonctionne. Et fait l'inverse. Et donc automatiquement, voilà, où est-ce qu'on la place cette barrière? Qu'est-ce qui est le plus polluant? Est-ce que tu es inquiet en tant que jeune papa? J'apprends à mon fils à comprendre ce qu'est la nature, ce qu'est son environnement, quelle est sa relation à l'environnement, d'être conscient que voilà, du plus petit insecte au plus gros animal, tout est important dans ce cycle. Dans l'écosystème, bien sûr. Et j'ai la chance de pouvoir lui montrer au jour le jour. On a un jardin, il le voit de ses propres yeux. Il voit les choses changer. Il voit quand les fleurs sont asséchées. Il voit quand tout d'un coup, voilà, un arbre a l'air de ne pas bien vivre une année. Donc, à mon avis, ça, c'est les gestes importants. C'est de rapprocher en fait l'humain de la nature, de leur faire comprendre de nouveau ce qu'est la nature. Et qu'on peut, bien sûr y apporter plein de changements, mais que d'une certaine façon, il faut également lui laisser de la place. Et on ne lui laisse pas de place à la nature. Ça, c'est vrai. On te voit régulièrement dans Danse avec les stars. Tu as plein de super costumes. Est-ce que tu sais combien tu en as? Alors oui, je sais très bien combien j'en ai. J'en ai plus d'une 50aine. Moi, j'ai pris un... Est-ce que tu les recycles? Quelle matière en fait tu privilégies? Parce que 50 ça fait beaucoup, c'est même énorme. Est-ce que tu te dis tiens, il y en a que je mettrai peut-être plus, que je vais recycler? Est-ce que tu as une conscience sur ça ou non? C'est ton petit dada à toi et tu les collectionnes? Le problème que j'ai potentiellement, c'est vrai que j'ai certaines vestes qui sont tellement moches que même moi, j'ose pas les remettre. Donc c'est dur de les recycler, ne serait-ce que de les remettre plusieurs fois. Moi, je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Il ne faut pas que je mente non plus. Je ne peux pas dire que l'écologie en fait rentre en jeu quand je choisis en fait mon look vestimentaire pour une émission, etc. C'est pas vrai. Est-ce une erreur? Oui, sûrement. Oui. On a l'image de toi en tant que showman, en tant qu'homme dans une émission qui est Danse avec les stars. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on me connaît pour donc, Danse avec les stars, et c'est fabuleux. C'est l'émission qui a... Alors pour le coup, il est vrai qu'elle a transformé ma vie, cette émission. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, 90% de mon activité est autre que Danse avec les stars. Que ce soit la production spectacle, que ce soit justement pour parler de nouvelles technologies et de technologies qui permettent en fait d'éviter aux personnes de se déplacer à un spectacle. J'ai fait la direction artistique, la mise en scène du concert d'Aya Nakamura dans le jeu vidéo Fortnite, qui était donc un concert global qui a été un succès absolument dingue. Et c'est vrai que là, pour le coup, les gens pouvaient être chez eux et donc assister à un concert et ne pas avoir à se déplacer. Le problème, c'est que de nouveau, on déplace un petit peu le curseur. Là, le public ne se déplace pas, mais bon, il y a quand même des data centers, il y a quand même en fait des hangars pleins de serveurs qui nous permettent en fait de fournir en fait ce service. Et aujourd'hui, tu es clairement une star du petit écran. Arrête. Quelle image tu portes de toi quand tu te vois? Parce que moi, justement, je suis aussi un entrepreneur. On en discutait précédemment. Pas du tout animateur d'une émission. Et donc ça très bien. Hein. Mais justement, ça m'a fait drôle de me voir au début. Toi, quelle image tu as de toi quand tu te vois? Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que tu en retiens? C'est vrai que je n'ai pas tendance à me re-regarder. Je le faisais au départ pour des raisons vraiment techniques. C'est-à-dire que je me re-regardais quand j'avais animé une émission ou quand j'étais juge de Danse avec les stars les premières saisons. Je me re-regardais vraiment pour analyser la performance. Mais c'est vrai que depuis, non, je prépare mes performances énormément, mais je ne me re-regarde pas. Et moi, d'une certaine façon, je m'en fous royalement de ce côté
notoriété, image, etc. Je fais attention à mon image, mais comme si j'y faisais attention si j'étais pas à la télé, en fait. Dans la vie de tous les jours, j'ai quand même envie d'avoir une certaine... C'est quelque chose de naturel chez toi. Ouais, j'ai envie d'avoir une certaine tenue, une certaine image, un certain comportement. Et donc, je ne le fais pas pour la télé. Je ne le fais pas pour mon image en termes de notoriété. En parlant de télé, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, quand est-ce qu'on retrouve le prochain passage de Chris Marquez à la télé? Alors, il y a pas mal de choses. Hein. Là, je viens de tourner une émission qui s'appelle Dream Team. C'est un nouveau format pour TF1. Je suis l'un des 4 juges de l'émission, qui est animée par Hélène Manarino. Et c'est une émission dans laquelle on a 5 artistes qui ont une équipe chacun de 5 enfants qui chantent incroyablement bien. Et la seule chose que je puisse dire, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression d'assister à des performances de finale de The Voice les unes après les autres, tellement c'était incroyable. Avec un bon niveau. Et l'idée est qu'en fin de compte, à la fin, il y a une des équipes qui gagne. Et ça a été une émission absolument géniale à faire. Donc il y a ça, je ne sais pas si ça va être cet été ou en fin d'année. Après, il y a normalement, bien sûr, la nouvelle saison de Danse avec les stars, qui devrait arriver également plutôt pour le début de l'année prochaine. Voilà, il se glisse tout le temps des petites émissions à droite à gauche encore. Mais écoute, on a hâte de t'y voir et merci beaucoup d'être venu, Chris Marquez. Merci beaucoup à toi, Edouard.